Naturellement, je remercie le Musée de l'Homme, l'association Les Amis du Musée de l'Homme et mesdames Boucher et Viss qui m'ont proposé, il y a presque plus d'une année, de venir participer à ce cycle de conférences. Et je félicite le Musée de l'Homme pour sa très très belle exposition réalisée sur les hommes de Néandertal avec des pièces originales assez fantastiques qui n'étaient jamais sorties de leur pays, en tout cas depuis très très longtemps. Je pense particulièrement aux vestiges de Spie. Et c'est une très belle exposition. Alors aujourd'hui, je vais essayer en une heure de vous parler un petit peu de Néandertal et de ses morts, avec une dimension parfois un petit peu historique. Vous verrez avec aussi peut-être plus de questions que de réponses. Comme quand on intervient devant un public large, on ne sait jamais trop ce que les personnes savent à l'avance ou quelle est leur connaissance de l'évolution de la lignée humaine. Donc très rapidement, en quelques diapositives, je vous rappelle que nous sommes originaires d'Afrique il y a 7 millions d'années et que les Néandertaliens représentent une population d'hommes préhistoriques qui caractérise la fin de notre histoire évolutive avec plusieurs lignées humaines différentes. Et pourquoi ces Néandertaliens ont cette particularité qui fait qu'ils intéressent le monde entier? C'est tout simplement parce qu'ils ont été découverts les premiers et reconnus comme les membres à l'époque d'une espèce fossile différente de la nôtre. Donc ils ont eu ce statut très, très bizarre d'être à un moment considéré comme le parfait intermédiaire de l'homme moderne, de l'homme actuel et des grands singes. Quelques critères plus culturels qui vous montrent que, en quelques lignes, on a cette particularité dont on va parler aujourd'hui, à savoir l'apparition des sépultures primaires, c'est-à-dire un endroit où on va déposer un mort et sur lequel on ne doit pas réintervenir, à cette période chronologique où nous avons des Néandertaliens sur la Terre. Actuellement, si on considère les données paléoanthropologiques, on peut faire remonter l'origine de la lignée néandertalienne aux alentours d'il y a 600 000 ans, même s'il y a débat sur l'appartenance de certains fossiles très anciens, on va dire entre moins 600 000 ans et moins 450 000 ans, à ces néandertaliens, puisque certains d'entre eux, dont la célèbre mandibule de Maurer que vous voyez en haut à gauche, avaient servi à définir la fameuse espèce Homo heidelbergensis. Mais lors de mes propos, quand je vous parle de lignée néandertalienne, je vous parle de tous ces fossiles européens qui existent sur le territoire de l'Europe occidentale dès il y a 600 000 ans. Et pourquoi je me permets de faire cela, en dehors de données qu'on n'a pas réellement publiées, d'ailleurs sur la mandibule de Maurer, qui irait dans ce sens, c'est également parce que nous avons ces fameuses données qui sont issues maintenant d'un nouveau champ disciplinaire qui s'appelle la paléogénétique et qui montrent très clairement, pour les collègues paléogénéticiens, que la lignée qui va s'individualiser de celle qui va donner naissance aux populations d'hommes modernes, aux alentours d'il y a moins 650 000 ans, est une lignée qui porte les membres de la lignée néandertalienne et leurs cousins d'Eurasie orientale, les Denisoviens. Et par rapport à nos collègues paléogénéticiens, cette séparation se fait aux alentours d'il y a 650 000 ans. Les Néandertaliens, vous le savez, ce sont des chasseurs, cueilleurs, nomades, qui vivent en probablement tribus comportant plusieurs cellules familiales, avec un mode de vie qui se caractérise par une très très bonne connaissance de leur environnement, des grandes capacités d'anticipation, des qualités de chasseurs que très peu de monde mettent en doute encore actuellement. Et cette très belle iconographie réalisée par Jeffrey Matterns en 1985 montre bien ce groupe de Néandertaliens avec des personnes qui ont des activités précises, dépouiller le bouquetin, apprendre à tailler, s'occuper du feu, ramener du bois, fabriquer des outils dans le fond. Je ne vais pas vous parler de culture, ou en tout cas je vais essayer d'éviter le mot culture moustérienne ou néandertalienne, parce que, en tout cas à Bordeaux, sur la base d'un travail énorme que nous réalisons sur les produits
en matière lithique laissés par les Néandertaliens, petit à petit, la façon dont nous travaillons sur ces vestiges montre que ce qui avait été défini précédemment par un très grand scientifique bordelais, à savoir le professeur François Borde, comme autant de faciès dits moustériens, sur la base des outils taillés et retouchés, que ces faciès moustériens ne résistent pas à la critique que l'on mène actuellement sur les procédés, les modes de débitage, de préparation de ces objets et de leur évolution. Donc actuellement, nous sommes dans une phase un petit peu critique sur cette existence de culture moustérienne qui serait portée par ces différents faciès technologiques tels qu'ils avaient été définis par François Borde. Avec toutefois peut-être une exception, avec ce que l'on appelle le moustérien de type Kina, qui correspond à un mode de procédé qui a l'air de se caler relativement bien dans le temps et dans l'espace. Actuellement, qu'est-ce qu'on sait sur les gisements qui ont livré des vestiges appartenant à la lignée néandertalienne telle que je vous l'ai définie? Nous avons à peu près 280 gisements sur la totalité de l'aire de répartition que vous voyez avec les surfaces sur fond coloré. 280 gisements qui ont livré des restes humains depuis que l'on cherche et que l'on trouve des Néandertaliens, à savoir 1856 pour leur reconnaissance scientifique, on va dire, et 1830 pour le premier fossile humain néandertalien trouvé au cours de fouilles archéologiques et dont nous connaissons encore les vestiges. Dans ces 280 gisements, nous avons à peu près 500 individus différents. Mais seulement 50 sujets avec des vestiges crâniens et infracrâniens appartenant à un même individu. Donc vous voyez, pour plus de 150 années de recherche archéologique, assez forte sur certains territoires, on a toujours un très gros déficit de vestiges humains. Et ces 50 sujets avec des vestiges crâniens et infracrâniens ne représentent qu'à peu près 25 squelettes subcomplets. Et une partie de la pauvreté de ce patrimoine paléoanthropologique explique peut-être une partie des débats qui existent toujours autour des gestes que les Néandertaliens ont pu avoir envers certains de leurs morts. Alors pour bien s'entendre sur le sujet de la conférence, il faut qu'on soit sûr que l'on partage à peu près les mêmes définitions. Et là, j'ai 2 ou 3 diapositives avec un petit peu de texte et je vous prie de m'en excuser. Qu'est-ce que c'est qu'une sépulture ? J'ai pris, et je préfère considérer, la définition de 2 très grands scientifiques, Jean Leclerc et Jacques Tarrette, qui, dans le dictionnaire de la préhistoire d'André Leroy-Gourand, ont clairement défini ce qu'est une sépulture, à savoir un endroit où ont été déposés les restes d'un ou plusieurs défunts et où il y a suffisamment de données archéologiques, d'indices archéologiques ou de nature paléoanthropologique pour que l'on puisse déceler dans ce dépôt la volonté d'accomplir un geste funéraire. La clé du problème est là, c'est-à-dire la volonté d'accomplir un geste funéraire. Comment on va être sûr que ce geste concernait la mort de l'individu dont nous retrouvons les restes? Et je me suis permis de rajouter à cette définition un petit complément, extrait d'un ouvrage publié, coordonné par Éric Rubézy, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Toulouse 3 Paul Sabatier. Et je pense que mon ami Eric a parfaitement raison quand il dit que reconnaître une sépulture, ce n'est pas une simple constatation, c'est une interprétation de vestiges. Il ne suffit pas de dire « j'ai une sépulture » pour avoir raison. Et vous le verrez, en fonction de ce qui s'est passé pendant au moins la première moitié du XXe siècle, on n'avait pas la démonstration scientifique de l'existence de sépultures. Je me permets de rajouter à la phrase d'Éric Rubézy, reconnaître une sépulture, c'est une interprétation de vestiges archéologiques, anthropologiques, mais aussi de leur contexte archéologique et sédimentologique. Actuellement, qu'est-ce que l'on a par rapport aux Néandertaliens? On a retrouvé, ou on a publié, des vestiges humains considérés comme ayant fait l'objet de gestes funéraires dans simplement une vingtaine de gisements, 16 à 19 gisements en fonction de ce que de ce qu'on est capable d'accepter, 16 à 19 gisements, vous le voyez, c'est très peu, qui concernent simplement que 10 pays tels qu'ils sont constitués géographiquement et géopolitiquement actuellement. Donc il y a énormément de territoires
que nous savons avoir été occupés par les Néandertaliens qui n'ont toujours pas livré de potentielles sépultures néandertaliennes. Et sur ces 16 à 19 gisements, on va dire 20 pour arrondir les choses, on a 39 potentielles sépultures primaires qui font l'objet de descriptions ou de discussions. Données très particulières, 17 de ces 39 potentielles sépultures primaires proviennent simplement de 2 gisements. La Ferracie en Dordogne, pas très loin des Hésitayak, où on a 7 cas, et Shanidar en Irak, où nous avons une dizaine de cas discutés. Donc si vous éliminez ces 2 gisements, on perd à peu près la moitié des données que l'on connaît. Mais on peut aussi espérer qu'un jour, on trouvera un gisement qui apportera énormément d'informations nouvelles. C'est d'ailleurs le cas pour un site qui est fouillé actuellement dans le sud-est de l'Espagne, la Cima de las Palomas, où il y a potentiellement 3 sépultures néandertaliennes qui ont été mises au jour dans des conditions très particulières parce que la grotte correspond à une ancienne carrière d'exploitation et donc les vestiges ne sont pas en place là où ils sont retrouvés. Et autre point très particulier de cet ensemble de données, 11 de ces cas, donc on va dire un quart pour arrondir les chiffres, ont été mis au jour en France. Et pratiquement tous sur un tout petit territoire, celui de la nouvelle région Aquitaine. Donc il y a un tout petit territoire, vous allez le voir tout à l'heure, où on a pratiquement un quart de toutes les découvertes de sépultures primaires néandertaliennes connues dans le monde. Alors, comment on essaie de définir et de dire que l'on a une sépulture néandertalienne? Eh bien là, j'ai repris la définition de Bernard van der Merch, qui est le paléoanthropologue français, professeur à l'université à l'époque Bordeaux 1, qui a probablement trouvé le plus grand nombre de sépultures du paléolithique pour tous les paléoanthropologues ou les préhistoriens ayant existé depuis l'invention de la préhistoire. Et Bernard van der Merch a considéré que pour les périodes paléolithiques, pour pouvoir proposer l'hypothèse de l'existence d'une sépulture, il fallait que nous ayons un squelette humain bien conservé et que tout ou partie de ce squelette soit encore en connexion anatomique. Sans cela, il suppose que les processus naturels, sédimentaires, climatiques, environnementaux, l'existence de carnivores, la façon dont les gisements étaient occupés, auraient très rapidement dispersé tout corps laissé en surface et que donc, s'il n'y avait pas eu cette volonté de protéger le corps du défunt en l'enterrant, et donc de permettre sa conservation exceptionnelle et l'existence de ces connexions entre les ossements, eh bien, s'il n'y avait pas eu cela, on ne serait pas capable de discuter l'existence de sépultures, et que c'est parce qu'il y a eu ce type de geste funéraire, volonté d'enterrer un mort pour le protéger des atteintes naturelles du temps ou des animaux carnivores, que l'on peut proposer, c'est parce qu'il y a eu ce geste que l'on peut proposer l'existence d'une sépulture. Donc on établit clairement pour le paléolithique cette relation de cause à effet entre la très bonne préservation d'un squelette et des connexions anatomiques et l'existence d'une intervention humaine qui a assuré la protection du corps et qui ainsi traitait le corps du défunt avec une forme de respect et de considération. On n'est pas obligé d'être d'accord avec cette façon de travailler, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux pour discuter l'existence de ces sépultures. Le débat sur les sépultures néandertaliennes aurait pu naître dès 1886 avec les fameuses découvertes des Néandertaliens de Spie, fouilles réalisées par Marcel de Peut et Maximin Loest, qui payent un ouvrier carrier pour travailler dans le gisement pour trouver des vestiges osseux de faune mélangés avec des objets lithiques, assurant la contemporanéité de ces vestiges de faune avec ces objets lithiques. Donc ils étaient à la recherche de la preuve de l'existence de faune disparue et de traces d'activité humaine. Et c'est au cours de ces travaux, en 1886, qu'ils vont tomber sur les vestiges d'un individu, le SPI numéro 1, reprendre les fouilles par la surface, trouver l'individu numéro 2 et proposer donc l'existence, l'association de vestiges néandertaliens avec du matériel lithique moustérien
et des faunes disparues, mammouths laineux, rhinocéros laineux, etc. À cette époque, alors que les fouilleurs sur l'individu numéro 2 font un certain nombre d'observations qui leur permettraient de proposer l'hypothèse d'une inhumation volontaire au moins de l'individu numéro 2, ils vont se refuser à envisager cette hypothèse, alors que notre collègue préhistorien belge, le marquis de Nadaillac, va lui proposer l'idée que ces néandertaliens aient été inhumés, mais les inventeurs des fossiles de Spie vont récuser cette idée très rapidement, et le débat ne naîtra pas à la fin du XIXe siècle. En revanche, quasiment à la même période, un autre gisement est fouillé en Croatie par le professeur Gorjanović Kramberger, et celui-ci va trouver une extraordinaire collection de vestiges humains, certains d'entre eux néandertaliens, certains d'entre eux présentant des traces de découpe ou de la fracturation volontaire. Et très rapidement, dans la monographie de cette série, qui est publiée assez vite après la fin des fouilles, ce professeur serbe va proposer l'hypothèse du cannibalisme chez les Néandertaliens sur la base de la nature de l'assemblage paléoanthropologique qu'il a entre les mains et, à cette époque-là, essentiellement la présence de traces de découpe. Et cette hypothèse va être tout de suite acceptée par toute la communauté scientifique, parce qu'on est intellectuellement prêt à considérer que cet homme primitif qui ne nous ressemble pas par sa morphologie osseuse devait obligatoirement avoir des comportements de type cannibale ou anthropophage. Donc on a cette opposition à cette période-là qui voit que l'homme moderne que l'on a trouvé, par exemple dans le gisement de Cro-Magnon, inhume ses morts, alors que l'homme de Néandertal les abandonne ou les consomme. Fin du XIXe siècle, on est dans cette situation-là. Début du XXe siècle, il y a cette opposition très forte, comportementale, qui colle tout à fait avec la vision que l'on a de ces fossiles. Je vous mets ici l'arbre publié par Ernest Haeckel en 1868, qui vous montre l'Homo sapiens, nous, au sommet de cette phylogénie des primates. Homo sapiens qui ne peut être chronologiquement qui est précédé chronologiquement par ce qu'il appelle l'Homo stupidus, qui lui-même est précédé chronologiquement par ce qu'il appelle le Pithecanthropus alalus, c'est-à-dire l'homme singe muet. Donc l'homme singe muet donne naissance à l'homme stupide, Néandertal, à l'époque, c'est le seul, qui nous donne naissance à nous, Homo sapiens sapiens, homme sage et savant. Et vous avez à droite et à gauche, en haut, deux petites représentations que j'ai tirées, que vous connaissez. Elles sont dans l'exposition de la façon dont on pouvait considérer à quoi pouvait ressembler un homme moderne du Paléolithique supérieur. Vous avez ce guerrier très bien équipé avec de beaux habits, de belles armes, et à quoi devait ressembler un néandertalien. Dessin réalisé pour l'illustration après la découverte du fossile de La Chapelle-aux-Saints. Parce qu'effectivement, ce ne sera qu'en 1908, suite à la fouille de la petite Bouffia Bonneval dans le petit village de La Chapelle-aux-Saints en Corrèze, que trois frères, dont deux sont des abbés, Amédée et Joan Guissoni, que c'est suite à cette fouille en août 1908, le 3 août 1908, que ces deux préhistoriens amateurs, à l'époque il n'y a que des préhistoriens amateurs en France, mais ce sont des préhistoriens qui ont une très très bonne connaissance de la variabilité du matériel lithique, vont trouver les vestiges humains d'un fossile, l'homme de La Chapelle-aux-Saints, conservé dans les collections de ce beau musée, et vont proposer l'hypothèse de l'existence d'une sépulture. C'est d'ailleurs peut-être, et vous allez le voir pourquoi j'envisage cette hypothèse, c'est d'ailleurs peut-être parce que deux de ces trois frères sont des prêtres et qu'ils ont eu une certaine formation par un autre ecclésiastique lors de leur séminaire, qu'ils sont allés vers cette idée et cette hypothèse d'une sépulture. C'est aussi certainement parce que la Bouffia Bonneval est une grotte très particulière, dont le substratum est un substratum marneux, donc au sein duquel il avait été possible que la fosse funéraire creusée par les Néandertaliens soit très bien conservée. Vous la verrez tout à l'heure. Toutefois, le fossile
Il est confié pour étude au professeur Marcelin Boule, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui va en faire la première très très belle monographie d'un squelette entier d'un néandertalien adulte, un travail qui est toujours lu par tous les spécialistes des néandertaliens obligatoirement. Et je tiens à vous rappeler que Marcelin Boule était une personne qui, scientifiquement, mais aussi un petit peu idéologiquement, s'opposait à l'existence des sépultures néandertaliennes. Considérait que des néandertaliens, en raison de leur anatomie, ne pouvaient pas avoir eu ce type de préoccupation symbolique. Et je vous laisse lire cette petite phrase, ou je vais la lire pour vous. Je dois encore faire remarquer ô combien les caractéristiques physiques, ça c'est publié dans la monographie de la Chapelle aux Saints, donc le fossile trouvé par les frères Buissoni, ô combien les caractéristiques physiques du type de Néandertal, telles que je viens de les résumer, sont en harmonie avec ce que l'archéologie nous apprend sur ses aptitudes corporelles, son psychisme et ses mœurs. L'absence probable de toute trace de préoccupation d'ordre esthétique ou d'ordre moral s'accorde bien à l'aspect brutal de ce corps vigoureux et lourd, de cette tête osseuse aux mâchoires robustes et où s'affirme encore la prédominance des fonctions purement végétatives sur les fonctions cérébrales. C'était pas simple de batailler à l'époque pour l'hypothèse que ce type d'homme préhistorique ait pu avoir inhumé ses morts. Encore moins simple pour des préhistoriens amateurs provinciaux, puisque Marcelin Boule est lui-même impliqué dans certaines commissions de l'équivalent du ministère de la Culture à Paris, commissions qui permettent d'avoir un petit peu de subvention pour faire des fouilles. Un autre gisement très célèbre de Dordogne, je vous en ai déjà parlé, c'est le gisement de la Ferrassie, fouillé au début du XXe siècle par Denis Perroni et Joseph-Louis Capitan, le premier instituteur aux Hésitaillac, le second professeur au Collège de France. Et ce gisement va lui aussi livrer une série de fossiles particulièrement importants. Et ces découvertes seront particulièrement importantes par rapport justement à cette histoire du traitement des morts par les Néandertaliens. Pourquoi cela est particulièrement important ? Parce qu'au début, lors des premières découvertes, les inventeurs sont essentiellement préoccupés par l'idée que la communauté scientifique doit valider l'association de leur squelette humain au niveau archéologique qui les livre. À l'époque, vous pensez au fait que beaucoup de squelettes étaient trouvés dans certaines régions de France, associés à des niveaux anciens du Paléolithique moyen, mais n'étaient pas des Néandertaliens. Il y avait débat à ce niveau-là. Donc il y a, lors de ces découvertes, des commissions qui sont invitées à venir participer aux fouilles. Marcelin Boule fait partie de la première d'entre elles lors de la fouille de l'individu numéro 1 de la Ferrassie que vous voyez ici. Les fossiles et les vestiges sont très rapidement après envoyés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où ils sont confiés pour étude à Marcelin Boule. En 1912, deux autres cas de potentielle sépulture primaire sont trouvés dans le gisement de la Ferrassie. Ce sont celles d'un enfant de 10 ans, la Ferrassie 3, et d'un nouveau-né, la Ferrassie 4. Pour ces deux cas, on n'a même pas de photographie ou de dessin de la disposition des corps relativement à l'environnement archéologique qui les livre, en dehors de cet extrait d'une lettre de l'abbé Henri Breuil, parce que le matériel est prélevé en bloc, plâtré et envoyé au laboratoire de Marcelin Boule pour étude. Donc, des données archéologiques maintenant sur lesquelles il est soit impossible de revenir, ou alors pour lesquelles nous n'avons quasiment rien, ou rien du tout. Par exemple, la fouille de ces deux blocs prélevés à la Ferrassie en 1912. Il n'y a pas une seule photographie du dégagement de ces vestiges. Une chose va avoir une énorme importance relativement à l'acquisition d'informations sur les vestiges néandertaliens, en tout cas provenant du gisement de la Ferrassie, ça va être la décision de l'État français de créer le musée de la préhistoire, de confier la direction de ce musée de la préhistoire à Denis Perroni, qui va en être le premier directeur conservateur, pour cela de restaurer le château des Hésitaillac, qui était à l'époque en ruine. Et c'est parce qu'il va y avoir cette décision de créer ce musée national de la préhistoire actuellement, que Denis Perroni, grand fouilleur devant l'Éternel, va garder le matériel qu'il trouve lors de ses fouilles pour en faire les collections du futur musée. Et donc il va fouiller lui-même certains dépôts funéraires. Et c'est le cas
des dépôts funéraires de l'individu numéro 5 et de l'individu numéro 6 du gisement de la Ferrassie, trouvés en 1900-1921. C'est la construction, rénovation du château, etc. a pris beaucoup de temps à Denis Pironi. Et c'est à partir de ce moment-là que l'archéologue, celui qui mène les fouilles, celui qui les dirige, celui qui est sur le terrain, celui qui, en tout cas, surveille, voit les ouvriers qui travaillent pour lui, va fouiller les espaces funéraires qui livrent les corps de ces deux individus. Avec la Ferrassie 5, nous sommes en présence d'un fœtus, et avec la Ferrassie suisse, nous sommes en présence à nouveau d'un très jeune enfant. Et c'est pour cela que nous avons, à ce niveau-là, quelques données d'ordre archéologique beaucoup plus intéressantes que celles enregistrées essentiellement à travers les lettres d'Henri Breuil liées aux précédentes découvertes du gisement. Et c'est parce qu'il y a eu ces fouilles dans le gisement de la Ferrassie par des personnes comme Denis Pironi, Henri Breuil, qui étaient de vrais archéologues de terrain, pas des personnes qui étaient là pour surveiller uniquement des ouvriers en train de creuser des tranchées, que ces personnes vont revenir sur certaines données qu'ils avaient observées au début du XXe siècle, lors de la fouille de l'individu numéro 1, lors de la fouille de l'individu numéro 2, numéro 3, numéro 4, et qu'ils vont proposer l'idée, en 1921, de l'existence de gestes funéraires des Néandertaliens envers leurs morts. Et qu'ils vont même revenir sur certaines observations réalisées lors de la fouille, par exemple, de l'individu numéro 1, pour dire, mais finalement, ce qu'on avait vu démontrait qu'il y avait creusement de fosses, et donc il y avait bien eu inhumation volontaire. Et là, vous avez les titres des deux articles, princeps, on peut dire, où la communauté, ou une partie de la communauté scientifique, l'abbé Henri Breuil et Denis Pironi, instituteur, proposent cette idée. Alors, il ne faut pas croire que cette idée va être acceptée très rapidement par tout le monde. Et je me permets de vous livrer une petite phrase écrite par le docteur Henri Martin, plusieurs fois blessé lors de la Première Guerre mondiale, très fervent anti-clérical, qui lui-même a trouvé le squelette d'un néandertalien dans le gisement de l'Aquina. Et suite à ces travaux et à ces publications de personnes comme Pironi ou Breuil, Henri Martin, lui, va écrire en 1937, la phrase que vous pouvez lire ici, à lire certains auteurs, le para-homo moustérien aurait eu des croyances religieuses, parce qu'obligatoirement on fait un lien entre inhumation volontaire et donc croyance d'ordre religieuse, c'est une flatterie que l'état de son cerveau antérieur ne permet pas de lui faire. À l'Aquina, j'affirme que les sépultures n'existent pas. On est en 1937, il y a toujours un blocage très fort, plus peut-être pour certaines personnes d'ordre idéologique qu'archéologique, mais il est là, et la communauté finalement est divisée en deux parties, ceux qui pensent que les Néandertaliens ont bien inhumé leurs morts, et d'autres qui se refusent la possibilité que des Néandertaliens inhument leurs morts, parce que s'ils inhument leurs morts, ça veut dire qu'ils avaient des croyances religieuses, ça veut dire qu'il y avait une religion à cette période-là, et ça, on ne le veut pas. Fort heureusement pour cette question, il va y avoir tout un ensemble de découvertes qui vont être à ce moment-là réalisées sur d'autres territoires de l'Eurasie, le Proche-Orient, le Levant, avec le gisement de Munkaret El Taboud ou Munkaret Eskoul, dès les années 1930, par des scientifiques anglais, américains. Le fameux gisement de Shanidar, en 1950-60, qui va livrer les vestiges d'une dizaine d'individus, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va amener les mêmes scientifiques que précédemment, ou quasiment, à, dès les années 50, franchir ce cap qu'ils ne franchissaient peut-être pas auparavant, en parlant des pratiques religieuses chez les humanités primitives, c'est Henri Breuil, 1951, ou pour Jean Buissoni, en parlant des sépultures moustériennes. À partir de ce moment-là, généralement, les personnes qui vont mener des fouilles sur les terrains et qui vont trouver des vestiges néandertaliens avec des squelettes très bien conservés et des connexions anatomiques préservées, ces scientifiques vont toujours valider l'hypothèse de l'existence de sépultures. Je vous en montre quelques-unes qui sont parmi les plus récentes. 1983,
l'homme de Kebara numéro 2, découvert par Bernard van der Merch et Ofer Bar Yosef au cours des fouilles qu'il dirige en Israël. 1993, un des 2 enfants du gisement de Dédérié en Syrie, fouille menée par des collègues syriens et une équipe japonaise avec des enregistrements de données, vous l'avez vu tout à l'heure pour l'homme de Kebara et pour celui de Dédérié, très très fins, qui nous permettent de revenir précisément sur le matériel mis au jour. Malgré la très bonne qualité de cette information archéologique, il va y avoir 2 périodes où l'existence des sépultures néandertaliennes va être à nouveau critiquée. La première période correspond aux travaux de ce monsieur, Robert Gargett, qui à l'époque est professeur, il n'est pas professeur, il enseigne donc à l'université de Berkeley, en Californie, et ce scientifique va critiquer très fortement, dans une très très grande revue, Current Anthropology, l'existence de sépultures néandertaliennes sur la base de la faiblesse des données archéologiques, sédimentologiques, environnementales, fournies par les travaux qui précèdent la publication de son article. Et ce scientifique va mener une réflexion critique où il va effectivement dire, mais finalement, on n'a pas les données archéologiques ou sédimentologiques qui nous permettent d'être sûrs que ces individus ont bien été inhumés volontairement. Des phénomènes naturels pourraient expliquer cela aussi. Là où Robert Gargett a parfaitement raison, c'est toute une partie des découvertes réalisées au moins pendant la première moitié du XXe siècle sont plus considérées comme des sépultures parce que les scientifiques de l'époque les ont acceptées, qu'elles n'ont été réellement démontrées sur la base d'indices archéologiques. Là où, malheureusement pour lui, il se trompe dans son analyse, c'est que lui-même va proposer des explications naturelles pour expliquer la conservation des corps, qui n'étaient pas du tout basées sur une analyse des données, mais sur simplement des hypothèses gratuites qu'il formulait. Là, ce n'était pas une fosse, mais c'était une boge à ours. Là, il y avait eu un soutirage karstique qui expliquait l'enfouissement de l'individu. Donc, il mène une réflexion, comme beaucoup d'ailleurs de collègues américains aiment le faire, purement hypothético-déductive. On part d'une idée et après, on la valide. La communauté scientifique européenne ou américaine qui plaide pour l'existence des sépultures ne va pas tellement se battre contre ce collègue sur la base de données primaires discutées et discutables par rapport à ces sépultures. Ils vont plutôt répondre à cet article en considérant que, en fait, M. Gargett veut lancer un débat qui n'a pas lieu d'être et qu'eux pensent qu'il existait des sépultures néandertaliennes. Point barre. La deuxième période, elle est beaucoup plus récente. Elle date des années 2010 et cette critique de l'existence de sépultures néandertaliennes a été portée là par une équipe scientifique de préhistoriens de très grande qualité ayant mené énormément de fouilles, reconnus internationalement par toutes les communautés de par le monde, à savoir l'équipe menée par le professeur Harold Diebel de l'université de Pennsylvanie, qui, suite à la fouille d'un gisement, le gisement du roc de Marsal, va écrire en 2011 un article doutant de l'existence d'une sépulture dans ce site. Pourquoi il doute de l'existence de cette sépulture ? Tout simplement parce que l'individu trouvé en 1961 par l'instituteur Jacques Lafille est dans une position très particulière. Le corps a l'air d'être mis dans une position un petit peu forcée. Les membres inférieurs sont fléchis, font un angle de 90 degrés. Il a la face qui regarde le sol. Cette position ne semble pas tellement respectueuse du corps de ce petit enfant de 3 ans à peine. Et il y a un ensemble de données publiées par M. Lafille et François Borde, le préhistorien très célèbre dont je vous ai parlé, qui décrivent précisément à ce moment-là
l'environnement de la fosse. Le squelette se trouvait dans une fosse de 90 cm sur 70. Cette fosse était enrobée, était riche d'une terre noire. Il y avait une terre jaune de calcaire gréseux qui recouvrait cette fosse, etc. Et cette équipe du professeur Harold Diebel, que vous voyez ici photographié, c'est l'individu que vous avez le plus sur la droite, qui regarde l'autre personne. Cette équipe a mené des fouilles dans le même gisement, et en menant ces fouilles dans le même gisement, ont trouvé des figures sédimentaires, comme vous pouvez le voir à côté de la mire, qui ressemblaient énormément à ce que Jacques Lafille et François Borde avaient décrit pour expliquer l'existence d'une fosse funéraire, et ont été capables de démontrer à ce moment-là que ces figures sédimentaires étaient d'ordre naturel. Ce sont des anciens chenaux qui avaient affecté le substratum calcaire de la cavité, et que le remplissage pouvait aussi s'expliquer en raison de phénomènes naturels, sédimentologiques et pédologiques. Donc que les données publiées sur l'existence d'une fosse d'origine anthropique au roc de Marsal étaient très très fragiles et n'étaient pas en tout cas validées par leur interprétation des processus sédimentologiques existants dans ce gisement. On n'est pas dans le cas d'un Robert Garget, on est dans le cas d'une équipe scientifique très rigoureuse, travaillant très bien, publiant des monographies et connue de toute la communauté des préhistoriens. Alors, on est arrivé un petit peu avec ce travail à une situation de blocage. On est arrivé à une situation de blocage parce que, malgré tout, la partie de la communauté scientifique qui considère que les Néandertaliens aient pu inhumer leurs morts a réagi à ce travail en considérant que les Néandertaliens pouvaient très bien avoir inhumé leurs morts dans des dépressions naturelles du sol, et que ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas une fosse qui avait été creusée volontairement qu'il ne fallait pas supposer l'existence d'une sépulture néandertalienne, et que les hypothèses qui pouvaient être proposées pour expliquer la bonne conservation du corps par Harold Diebel et ses collègues étaient bien fragiles. L'une d'entre elles étant par exemple que, par chance, le corps de cet individu avait peut-être été inhumé à la fin de l'automne, qu'une partie était restée congelée, qu'après des sédiments étaient venus le recouvrir, qu'ainsi il n'avait pas été charogné par les carnivores qui existaient à l'époque. Donc, en tout cas, à Bordeaux, on s'est dit qu'il fallait essayer un petit peu de travailler différemment sur ces cas, sur ces sépultures potentielles néandertaliennes, et essayer de faire avancer la problématique. Et pour cela, on avait, bien avant donc, la publication des Harold Diebel, avant investi ce gisement mythique historiquement, à savoir celui de la Chapelle-aux-Saints, lancé un projet scientifique sur le site, et nous avons pu, à la suite d'un certain nombre de campagnes sur le terrain, retourner dans la Bouffia-Bonneval, celle fouillée par les abbés Buissoni en 1905 jusqu'en 1908, enlever les sédiments qui étaient au-dessus du substratum archéologique, retrouver la fosse décrite en 1908 et photographiée une seule fois en 1921 par le préparateur de Marcelin Boule, en faire, comme vous le voyez ici, un relevé topographique 3D et discuter toute une partie de son histoire géologique et sédimentologique et valider définitivement, dans ce cas-là, l'existence d'une fosse d'origine anthropique dans ce substratum marneux. Ce que vous voyez sur cette photo actuellement, c'est quand même, on peut considérer qu'actuellement c'est le plus vieux, on pourrait dire comme ça, que c'est la plus vieille structure funéraire connue dans le monde. On va savoir que c'est une fosse volontairement creusée dans le substratum d'une grotte pour y accueillir le cadavre d'un défunt. Mais nous avons voulu aller un petit peu plus loin et nous avons voulu confronter l'histoire taphonomique, à savoir l'histoire qu'ont connue les ossements de l'individu de la Chapelle-aux-Saints, relativement à celle des ossements de faune provenant des niveaux moustériens issus de cette cavité.
Et nous avons réalisé pour la première fois, finalement, en 2014, la première fois, en 2014, 150 ans, plus de 150 ans après la découverte de l'homme de Néandertal à Feldhofer, plus de 100 ans après la découverte de l'homme de la Chapelle-aux-Saints, la première étude taphonomique comparative d'un squelette de néandertalien avec les ossements de faune provenant des niveaux de la grotte livrant ce squelette. Et cette étude taphonomique, publiée dans une grande revue américaine, a permis de démontrer, selon nous, que l'histoire taphonomique de cet individu avait été très différente de celle des ossements de faune, qui ne présentaient pas les mêmes stigmates, les mêmes altérations, des craquelures, des exfoliations, des modifications liées au fait que les ossements peuvent geler, dégeler, tout type d'altérations que peuvent livrer ces ossements, et que cette histoire taphonomique plaidait pour l'enfouissement rapide d'un corps, donc une protection d'origine anthropique, enfouissement rapide qui ne pouvait pas s'expliquer par des processus naturels. Nous pensions avoir fait un très très bon travail, mais malheureusement, le blocage dont je vous ai parlé tout à l'heure est resté très fort, puisque nos collègues et amis de l'équipe d'Harold Diebel ont réagi à notre article en disant qu'ils ne croyaient pas en la qualité de nos arguments. C'est ce que vous pouvez lire là. Une analyse critique des données sur la sépulture de la Chapelle-aux-Saints, ils en concluent que non, hein, il n'y a pas de sépulture d'ordre volontaire, et que, naturellement, excusez-moi, nous avons, nous aussi, répondu à ces critiques en disant qu'on ne croyait pas en leurs critiques. Mais là, on a un gros problème. On a un gros problème de science. C'est-à-dire que, malgré le travail, malgré la présentation de méthodes, de réflexion, d'analyse de données, le travail des autres ne nous fait pas changer d'avis. C'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour eux. Et donc là, on ne fait plus réellement de la science. La science, c'est un processus cumulatif qui fait que les pairs et nos collègues peuvent nous critiquer et répondre à nos travaux, mais c'est aussi un processus qui doit nous amener à réfléchir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a produit, et qui peut nous amener aussi à changer d'avis. Et sur ce sujet-là, finalement, actuellement, la communauté scientifique s'inscrit dans une analyse un peu dogmatique. Il y a toujours, et il y aura peut-être toujours, pour des raisons que j'ignore, des partisans qui considéreront que les Néandertaliens n'ont pas pu inhumer leurs morts, ou qu'il y a très peu de cas d'inhumation de Néandertaliens, et d'autres qui considéreront que ces Néandertaliens ont pu inhumer leurs morts. Vous vous en doutez un petit peu, je fais partie de ce deuxième groupe. Je pense effectivement que les Néandertaliens ont pu inhumer leurs morts, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi je pense qu'ils ont pu inhumer leurs morts. Si je repars sur le nombre de sépultures qu'on a pu trouver, eh bien, on peut s'apercevoir qu'elles vont se localiser essentiellement sur deux territoires. Le sud-ouest de la France et le Levant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une cinquantaine de cas, mais qu'un petit nombre de pays et qu'un tout petit nombre de gisements. Alors déjà, si on considère qu'il n'y a pas eu geste volontaire, il faudrait comprendre pourquoi, sur ces deux territoires, on a des phénomènes géologiques ou sédimentologiques ou géomorphologiques très particuliers qui favoriseraient la conservation de ces restes humains. J'oublie le Levant. Il y a une majorité de sépultures d'hommes anatomiquement modernes. On ne parle pas des hommes anatomiquement modernes moustériens ce soir. Et je me concentre uniquement sur le sud-ouest de la France. Quand on voit cette carte, on se dit, bon, mais il y a ces sépultures, elles sont là, elles sont présentes, mais finalement, ça ne fait pas tellement avancer la question. Maintenant, on fait un petit agrandissement sur le territoire et on regarde sur ce qui se passe dans deux zones de ce territoire. Une petite zone du Périgord noir et une zone très proche de l'ancienne région Poitou-Charentes, en Charente. 1 heure de distance à vol d'oiseau entre ces deux territoires. Les mêmes grottes calcaires, les mêmes niveaux de calcaire. Et qu'est-ce que l'on a?
on a un petit territoire en jaune qui a livré 15 sites moustériens avec des restes humains. Sur ces 15 sites, je n'ai que potentiellement 2 sépultures néandertaliennes. Et j'ai 3 sites où j'ai des restes humains qui sont liés à des activités de carnivores, type hyène, lion des cavernes. Sur l'autre petit territoire, 400 km² entre Montignac, là où il y a la célèbre grotte de Lascaux, Le Bugue et la ville de Sarlat, j'ai 9 sites qui ont livré des restes humains. À peu près moitié moins qu'en Charente. J'ai 11 potentielles sépultures sur ce tout petit territoire. Et j'ai 0 site qui livre des restes associés à des activités de grands carnivores. J'ai le même environnement géologique, j'ai le même environnement sédimentologique, et je n'ai pas du tout la même conservation de ces squelettes humains. S'il n'y a pas là la conséquence de gestes particuliers des Néandertaliens, je ne réussis pas à expliquer l'extraordinaire richesse qu'il y a dans les sites du Périgord noir, extraordinaire richesse qui peut peut-être, elle, s'expliquer pour des questions paléo-environnementales. On se situe entre 2 très grandes rivières, la Dordogne et la Vézère. On se situe dans une zone qui était plus éloignée du trait de côte que la région de Charente, donc relativement peut-être à des phénomènes environnementaux qu'on ne réussit plus à cerner actuellement précisément. Les groupes néandertaliens se retrouvaient plus fréquemment dans cette zone du Périgord noir. Il y a aussi la fabuleuse richesse des gîtes de matières premières de silex bergeracois qui se situent à proximité de cette zone. Donc on peut tout à fait considérer que la richesse assez exceptionnelle d'ailleurs des archéoséquences des sites moustériens de ce petit territoire est la conséquence d'un endroit où les groupes néandertaliens se rencontraient et se croisaient beaucoup plus souvent qu'ailleurs, et où, en raison de ces contacts plus fréquents, on a retrouvé plus d'individus volontairement inhumés. On peut aussi réfléchir sur quels sont les sites qui nous livrent ces potentielles sépultures néandertaliennes. Et là, on s'aperçoit que pratiquement tous les gisements correspondent à ce que les archéozoologues et les archéologues culturalistes appellent des camps de base. C'est-à-dire des gisements où les groupes humains restent assez longtemps, plusieurs mois, pour se livrer à des activités à laquelle ils se livrent tous les jours. Réaviver les objets en silex, vivre, élever les enfants. Ce n'est pas des endroits où on va, à un moment, aller chercher des gîtes du silex pour tailler ses outils, ou à un moment, on va aller se rapprocher d'un endroit où on va tuer quelques dizaines de rennes. Ce sont des endroits où vivent tous les membres de ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc, on est quasiment en présence que de ce type de gisement. Or, vous doutez bien que ces hommes préhistoriques n'étaient pas bêtes au point de s'installer dans des endroits où il n'était quand même pas très agréable de vivre. C'est d'ailleurs les mêmes gisements qui ont été occupés par nos ancêtres du Paléolithique supérieur. Donc en fait, on retrouve assez probablement les individus qui sont morts à proximité de ces gisements. Est-ce que, relativement aux méthodes de débitage des outils moustériens, on peut voir des différences? C'est assez clair. 9 de ces cas sont clairement associés avec une production dite de Levallois du matériel lithique. Et très peu sont associés avec d'autres modes de production tels que le discoïde levallois, le quina, le façonnage bifacial, etc. Donc il semble bien que les inhumations volontaires de Néandertaliens soient beaucoup plus fréquentes avec des groupes humains qui pratiquaient ce mode de débitage. Qui est inhumé dans ces sites d'habitat? Sur les 24 cas eurasiatiques occidentaux, on a plutôt des hommes, un peu moins de femmes et une grosse majorité d'individus dont on ne connaît pas le sexe. On a des adultes âgés, des adultes, un seul adulte jeune, très peu d'individus au seuil de ce qu'on appelle l'adolescence maintenant, et
beaucoup d'individus très très jeunes. Il y a là une catégorie d'âge qui nous manque. Ce sont tous les individus qu'on placerait dans l'adolescence ou les jeunes adultes. Donc les individus, par exemple, entre 12-13 ans et 18-20 ans, à un moment où on a des marqueurs osseux qui nous démontrent que ces sujets n'étaient pas encore complètement matures au niveau osseux. Cette classe d'âge-là est absente de ce registre paléoanthropologique. Pourtant, il y avait obligatoirement des individus qui décédaient dans ces classes d'âge-là pour les moustériens. Sauf qu'eux, ils n'ont pas été inhumés dans ces gisements-là. Ça traduit peut-être le fait que c'est dans ces classes d'âge-là qu'il y avait peut-être les chasseurs-cueilleurs qui allaient le plus loin de ces pas le fait, l'hypothèse, qu'il y avait dans ces classes d'âge-là les individus les plus mobiles de ces groupes humains, et que ces individus, s'ils décédaient lors de parties de chasse ou de récolte de matières premières lithiques, ils n'étaient pas ramenés dans leur camp de base. Donnée qui peut plaider pour cela, c'est qu'il y a 6 de ces individus, donc pratiquement, oui, c'est 25% de ces 24 cas, qui présentent des pathologies très marquées. Donc des individus qui, dans le cadre de groupes humains de chasseurs-cueilleurs, étaient moins mobiles que les autres. Mon collègue, le professeur Eric Trinkos, qui est probablement le plus grand paléoanthropologue actuellement en activité et qui a étudié énormément de matériel, sur la base de ces pathologies très marquées des fossiles, a considéré que le mode de vie des Néandertaliens devait être particulièrement difficile. Mais on peut peut-être aussi considérer qu'en fait, à nouveau je dis en fait, mais j'ai tort de le dire, que l'hypothèse c'est peut-être que nous avons dans ces sépultures qu'une partie particulière du groupe humain qui vivait à cette période-là, c'est-à-dire les individus les moins mobiles et donc qui s'éloignaient le moins de ces sites de vie. On peut même essayer d'aller plus loin et se poser la question de l'existence de gestes funéraires secondaires chez les Néandertaliens, c'est-à-dire de gestes qui se sont déroulés en plusieurs temps. Ces gestes funéraires secondaires, ils avaient été très rapidement proposés comme potentiellement des hypothèses permettant d'expliquer l'existence de crânes trouvés isolés dans certaines grottes, comme le gisement de Guattari ou de Monte Tirchio en Italie. Hypothèse qui a été après critiquée, puisque des chercheurs ont pu démontrer que cette boîte crânienne avait présenté des stigmates liés à l'activité de carnivores. Toutefois, au cours de fouilles récentes, celle de Kebara en Israël, le professeur Bernard van der Merch a clairement démontré, au cours de ces fouilles, que la boîte crânienne de cet individu, trouvée en 1983, n'était pas présente dans le remplissage archéologique environnant le squelette. Et que cette boîte crânienne, probablement, a été prélevée par les moustériens. Prélevée avec suffisamment de délicatesse pour que le reste des connexions anatomiques de la partie sommitale du tronc de cet individu ne soit pas perturbé. En 1979, dans le fameux gisement de la Roche-à-Pierrot en Charente-Maritime, on a trouvé une concentration de vestiges humains. Il manque la moitié du squelette qui a disparu pour des raisons taphonomiques, mais cette concentration de vestiges humains se trouve sur une toute petite surface du gisement, surface circulaire qui fait à peu près 70 cm de diamètre, et les ossements qui sont présents dans ce corps, dans cet espace, ne semblent pas pouvoir s'expliquer en raison de processus taphonomiques autres que des gestes funéraires secondaires, donc des gestes en plusieurs temps. On peut également se poser la question de l'existence de sépultures potentiellement multiples, c'est-à-dire qu'il y avait dans un lieu, d'un site d'habitat, un marquage de la tombe et qu'on y amenait plusieurs individus. C'est peut-être ce qui s'est passé à Chanidar, où, je vous rappelle, que dans l'espace qui a livré le squelette numéro 4, que vous voyez photographié ici, le squelette le plus complet, qui est au niveau supérieur gauche de la diapositive, ce squelette numéro 4 se situe juste au-dessus de l'individu numéro 6, dont vous voyez des éléments du membre supérieur entouré par l'ellipse jaune, qui lui-même se situe au-dessus de l'individu numéro 8, qui lui-même se situait au-dessus de l'individu numéro 9. Ce type de coïncidence me semble assez peu explicable, si ce n'est par le fait que dans ce gisement,
l'espace funéraire était marqué et qu'on a mené les individus qui décédaient au même endroit. L'existence de ces sépultures ne doit pas occulter le fait que les Néandertaliens ont également consommé leurs morts. J'ai eu la chance de fouiller un site en Charente, les Pradelles pour ne pas le nommer, qui m'a permis de trouver énormément de vestiges de faune, essentiellement des éléments de renne fracturés en milliers de petits morceaux, que dans ce matériel, il y avait des restes humains qui étaient trouvés épars, et que sur pratiquement 40% de cette collection de restes humains, c'est tous les individus, toutes les pièces entourées en jaune, j'ai des traces d'origine anthropique qui sont compatibles avec l'hypothèse d'une consommation volontaire de l'homme par l'homme dans le cadre d'un cannibalisme plutôt d'ordre diététique que symbolique, puisque la fonction du site, là, ce n'est pas un lieu d'habitat, ce n'est pas un lieu dédié à des activités particulières qui auraient pu laisser ses traces sur ces restes humains, mais c'est un lieu où les Néandertaliens sont venus traiter des éléments de carcasses de rennes et de morceaux de carcasses de rennes, et qu'ils ont traité exactement de la même façon les restes de leurs contemporains, non seulement les restes de leurs contemporains, mais qu'ils ont amené dans le gisement les mêmes parties du corps de leurs contemporains que les parties des corps de rennes qu'ils amenaient. Là, nous sommes en présence du seul site, quasiment, de par sa fonction très particulière et l'étude archéozoologique qui a pu être menée, où on peut proposer l'hypothèse d'un cannibalisme d'ordre diététique, à savoir que les Néandertaliens consommaient leurs morts parce que finalement ils aimaient ça. C'est également le cas avec le gisement de Goyer qui a fait l'objet d'un ensemble d'articles très très importants parce qu'abordant plus le domaine de la paléogénétique chez les Néandertaliens, site dont l'étude est réalisée par ma première doctorante Hélène Rougier, qui est actuellement maître de conférence en Californie, et qui a pu démontrer à Goyer qu'il y a eu très probablement le même comportement d'ordre cannibale sur les vestiges humains, mais surtout, elle a pu également démontrer que sur de très nombreux fragments de vestiges néandertaliens trouvés dans ce gisement, ces derniers ont été après utilisés comme des outils et présentent, c'est ce que vous voyez sur la moitié droite de la diapositive, des stigmates qui montrent leur utilisation comme des retouchoirs. Donc des objets qui servaient à réaviver les éclats de silex pour les rendre plus tranchants. On a là une des plus anciennes traces de l'utilisation de vestiges humains comme des outils, traces qui sont encore très très peu fréquentes dans les annales archéologiques. Alors pour terminer, parce que je ne sais pas si je suis déjà trop long, le temps passe vite, comment on peut essayer de conclure? Si on regarde les hommes modernes et nos ancêtres du Paléolithique, voire les ancêtres les plus, pas forcément si anciens, on sait que nous avons abandonné nos morts, on sait que nous avons consommé nos morts, on sait que nous avons inhumé nos morts, on sait que nous les avons aussi prélevés, et que parfois nous les avons utilisés et modifiés. Au Paléolithique supérieur, on connaît des laurignaciens, des dents humaines transformées en pendeloques, des prélèvements d'ossements sur des crânes humains qui ont été eux-mêmes utilisés comme coupelles, qui ont été façonnés, qui ont été aménagés. Les Néandertaliens, par rapport à l'ensemble des données archéologiques, ont fait quasiment la même chose que nos ancêtres. Ils ont très probablement abandonné certaines de leurs morts. Ils ont très probablement consommé certains de leurs contemporains, membres de leur groupe ou pas, on n'est pas encore capable de le démontrer, puisque dans les gisements où ça a été tenté, l'ADN ne nous a pas permis de savoir si tous ces individus étaient apparentés, et dans tous les cas, on a les consommés et pas les consommateurs. On suppose, et j'espère vous avoir un tout petit peu convaincu, qu'ils ont très probablement aussi volontairement inhumé leurs morts.
Ils ont assez probablement prélevé des ossements sur certains de leurs défunts, pas beaucoup. Les hypothèses, les cas, excusez-moi, qui permettraient de discuter cela sont très peu nombreux. Et ils ont parfois utilisé les vestiges de certains de leurs morts, sans que nous soyons capables d'être sûrs qu'ils aient été capables à ce moment-là de faire la différence entre je prends un fragment osseux appartenant à un membre inférieur d'un néandertalien ou je prends un fragment osseux appartenant à un animal de taille moyenne, type renne-cheval ou renne-cheval ou cervidé. Donc en fait, relativement à leur mort, le seul geste qui ne semble pas documenté chez les Néandertaliens relativement aux hommes modernes, nos ancêtres du Paléolithique ou nos ancêtres du Mésolithique ou du Néolithique, c'est l'utilisation volontaire et la transformation volontaire d'éléments du corps humain, donc d'ossements ou de dents, à des fins d'ordre généralement symbolique. Si on élargit encore plus la fenêtre chronologique et qu'on essaie de regarder ce qui se passe dans plus de gisements, eh bien on peut s'apercevoir d'une chose. À partir du moment où apparaissent les sépultures primaires, pour arrondir les chiffres, on va dire aux alentours d'il y a 120 000 ans pour le Proche-Orient, pour des hommes modernes, 100 000 ans pour les Néandertaliens, pour les cas les plus anciens, disparaissent des archives archéologiques la présence de crânes isolés humains trouvés dans des gisements de plein air. Avant cette barrière des 100 000 ans, on a trouvé dans plusieurs gisements, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, des crânes humains isolés. Généralement, ce n'est que la boîte crânienne, il n'y a pas la mandibule, qui sont présents dans des sites de plein air. Généralement, ces gisements de plein air sont à nouveau des lieux de vie, des camps de base. Et à partir du moment où va apparaître la sépulture primaire, ce type de vestige disparaît des sites contemporains de ceux qui vont livrer des sépultures. Et enfin, il ne faut pas oublier que le geste funéraire envers les défunts est certainement pas un phénomène continu durant tout le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur. Il y a des périodes où les hommes préhistoriques ont volontairement inhumé leurs morts, mais il y a d'autres périodes où ils ne l'ont pas fait. Et je vous rappelle que, jusqu'à présent, en dehors du cas récemment discuté de l'homme de Saint-Césaire, néandertalien associé à un niveau châtel-péronien, on ne connaît pas d'autres potentiels dépôts funéraires rapportés à ce que là, les préhistoriens appellent une culture, qu'on ne connaît pas de sépulture primaire aurignacienne, quel que soit le pays, quel que soit le territoire que vous envisagez, que l'on va retrouver des sépultures nombreuses sur la totalité de l'aire de répartition du Gravétien, aux alentours de moins 25 000 ans, qu'on ne connaît toujours pas de sépultures associées aux Solutréens qui succèdent aux Gravétiens, et que l'on va retrouver à nouveau de très nombreux dépôts primaires aux Magdaléniens à la fin des périodes glaciaires. Après cette période-là, les sociétés humaines vont connaître une expansion démographique qui va se traduire à travers ce qu'on appelle le Mésolithique puis le Néolithique, et la diversité des gestes funéraires sera telle que l'on va retrouver beaucoup de matériel paléoanthropologique dans différents types de gisements. Pour conclure, et quand on regarde ces données telles que je viens de vous les présenter, il n'y a, selon moi, actuellement aucun argument scientifique qui réellement permettrait de douter de l'existence de gestes funéraires et donc de pratiques funéraires chez les Néandertaliens, telles que l'a défini André Leroy-Gourhan, à savoir une activité totalement qui est d'ordre symbolique ou magique et qui n'est absolument pas nécessaire à la survie du groupe, et que ce type
d'activité avec toute la diversité des gestes qui ont pu concerner les défunts nous échappe très probablement pour le paléolithique moyen, faute de données et de matériel sur lequel travailler, à savoir des restes humains et des gisements très très bien conservés, mais que c'est également le cas pour les grandes cultures que nous avons définies pour nos ancêtres du paléolithique supérieur, aurignaciens, solutréens, et que pourtant, parce que ce sont des hommes modernes, personne ne doute que ces populations-là aient pu traiter leurs morts avec le même respect que nous le faisons. Et maintenant, je vous passe la parole, si vous le souhaitez. Merci, monsieur, pour ces informations sur le comportement culturel de Néandertal. Mais il y a un autre domaine culturel qui aurait pu le mettre en concurrence avec nos ancêtres, parce que il s'agissait de la survie de l'espèce. Je veux parler de la procréation, parce que, comme l'indique un article de chercheurs britanniques dans Science en 2011, d'après des fouilles dans le sud-ouest de la France, entre 55 000 ans et 35 000 ans avant notre ère, il y aurait eu une multiplication par 9 ou 10 des populations de sapiens. Et cela rejoint une thèse soutenue par un préhistorien mathématicien qui, en analysant les séries de points et de traits tracés sur des objets mobiliers, a pu constater qu'il y avait des séquences de nombres particulières qui correspondraient au nombre de jours après les menstrues d'une femme pour venir dans une zone où la procréation, où l'accouplement serait fécond. Et donc, c'est par cet afflux de naissances que nos ancêtres auraient fini par concurrencer et donc Néandertal disparaître. Alors, je ne connais pas la dernière série de travaux dont vous avez parlé sur les traits qui seraient liés à la menstruation, etc. Donc, je ne vais pas sur ce point-là. J'essaierai de trouver ce soir dans le TGV, je vais quand même regarder. Donc, papier 2011 Science, je crois savoir à ce à quoi vous faites allusion. Oui, je pense que c'est un papier qui était sorti quand on était en train de travailler dans le gisement de la Ferracie, où il y a effectivement un journaliste de Science qui est venu nous interviewer, mais peu importe. Je vais essayer de répondre peut-être indirectement un petit peu à la question que vous posez. Quand est-ce que les hommes modernes arrivent sur le territoire des Néandertaliens? On va dire en Europe de l'Ouest, pour simplifier les choses. On ne sait toujours pas. On ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on n'a pas le matériel archéologique ou paléoanthropologique associé. Actuellement, le plus vieux reste humain d'Europe de l'Ouest, découvert et directement daté, c'est celui de Peștera-Cuase en Roumanie. Il a 36 000 ans. Après, nous avons un fossile qui se situe en Sibérie, Ustichim, qui lui a 45 000 ans, directement daté également. Je vais revenir sur Peștera-Cuase parce que c'est important. Et jusqu'à présent, on n'a pas, sur un territoire géographiquement limité, la démonstration archéologique de la présence sur ce territoire de groupes humains néandertaliens et de groupes humains d'hommes modernes. Parce qu'on n'a pas les données qui nous permettraient de proposer cette hypothèse. Il y a peut-être une zone actuellement, un tout petit territoire de la vallée du Rhône, qui fait exception. Ça correspond à un gisement fouillé par Ludovic Slimak, qui est chargé de recherche au CNRS. La grotte, le gisement s'appelle l'abri Mandrin, pas très loin de la commune de Malataverne, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est dans la Drôme, je crois. Et là, Ludovic pense qu'il a trouvé un des premiers passages de groupes humains modernes aux alentours d'il y a 55 000 ans. Mais après
ce passage de ces groupes humains modernes aux alentours d'il y a 55 000 ans, nous avons des niveaux moustériens qui livrent des restes humains néandertaliens. Donc cette première incursion n'a peut-être pas connu le succès qui permettrait d'expliquer que ces hommes modernes, pouvant avoir plus d'enfants que les néandertaliens, auraient éliminé ces groupes néandertaliens. L'homme de Peștera-Cuase dont je vous ai parlé, cet homme moderne trouvé dans une grotte en Roumanie, vieux de 36 000 ans, on a réussi à extraire son ADN ancien. Et donc on est capable de savoir comment cet homme se relie aux populations humaines du Paléolithique supérieur qui vont lui succéder, et donc aux populations ancestrales qui expliquent notre diversité à nous. Eh bien, ce plus vieil homme moderne trouvé en Roumanie correspond à une lignée génétique d'hommes modernes qui n'a pas eu de descendance actuellement. Donc, c'était une lignée d'hommes modernes qui était effectivement sur ce territoire, mais ce n'est pas à partir de cette lignée qu'on explique le reste du peuplement aurignacien, gravétien, solutréen, magdalénien. Pour l'instant, cette hypothèse qu'il y ait une démographie nettement supérieure des groupes humains modernes qui expliquerait qu'ils aient remplacé et petit à petit effacé les groupes néandertaliens n'est pas basée sur des données archéologiques et n'est pas réellement non plus basée sur des données paléogénétiques parce que les plus vieux hommes modernes trouvés sur le territoire eurasiatique où il y avait des néandertaliens avant eux, eh bien, n'ont pas laissé de descendants au sein des populations du Paléolithique. Ce sont d'autres vagues de peuplement qui expliquent le succès qui est le nôtre, puisque nous sommes là pour en parler, mais ces vagues de peuplement se sont produites après la disparition des Néandertaliens. Ce qui ne veut pas dire que les Néandertaliens eux-mêmes n'aient pas disparu, parce que, effectivement, démographiquement, ce n'était pas une population humaine qui avait une expansion, une croissance démographique suffisante à certaines périodes de son histoire. Peut-être qu'effectivement, les Néandertaliens ont été confrontés à des différences démographiques entre eux qui vivaient sur ces territoires et d'autres groupes humains qui arrivaient. Mais ça, pour l'instant, on ne l'a pas démontré. On ne l'a pas réellement démontré. Alors, si vous discutez avec les paléogénéticiens, ils vont vous dire que la taille effective de la population néandertalienne était très faible, c'est-à-dire les individus un petit peu capables de se reproduire à un temps T. Mais ce type de calcul, quand on regarde les populations humaines plus récentes du Paléolithique supérieur, on n'est pas capable de le faire parce que, justement, les gènes ou les types génétiques, types entre guillemets, génétiques de ces populations du Paléolithique supérieur existent encore actuellement. Donc on ne peut pas raisonner de la même façon pour nos ancêtres du Paléolithique. Donc on ne peut pas savoir s'il y avait un taux démographique beaucoup plus important. Est-ce que les néandertaliennes avaient des difficultés pour accoucher? Ça a été proposé par le professeur Eric Trinkos, qui avait d'ailleurs proposé que les néandertaliennes devaient avoir une durée de grossesse de 11 mois, mais pas de 9, sur la base de l'idée que les sociétés néandertaliennes étaient tellement peu adaptées à leur environnement que les femmes devaient avoir une période de grossesse plus longue pour que le bébé naisse plus fort, plus grand, plus robuste. Ces travaux ont été, ce travail a été rapidement critiqué et il a été démontré qu'il n'était pas valide. Toutefois, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu vous le dire, parmi la grande cinquantaine de cas de sépultures primaires néandertaliennes, eh bien 10% d'entre elles, c'est beaucoup 10%, quand on n'a que 50 cas, c'est 5, ce sont des sépultures de nouveau-nés. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve tous ces nouveau-nés chez les néandertaliens? Est-ce que, parce que justement, ces populations n'étaient pas démographiquement très importantes, que les néandertaliens accordaient beaucoup d'importance à la naissance d'un enfant et donc inhumaient quand il y avait un décès de nouveau-né? Je ne sais pas, je n'ai pas d'hypothèse à proposer, à nouveau parce qu'on manque de données, mais je constate qu'il y a 10% de sépultures qui concernent cette classe d'âge-là. Alors que pour tout le Paléolithique supérieur, je dis bien tout le Paléolithique supérieur, donc pratiquement 30 000 ans, si on considère que les premiers hommes modernes arrivent en Europe aux alentours d'il y a 45 000 ans, comme je vous l'ai dit, avec le fossile d'Oustichim, actuellement, on connaît,
pour l'Aurignacien, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sépulture, le Gravétien et le Magdalénien, on ne doit pas avoir plus de 5 sépultures de nouveau-nés. Donc, il y a une différence de traitement du corps de cette classe d'âge-là entre nos ancêtres à nous du Paléolithique supérieur et les Néandertaliens. Le seul fœtus, c'est-à-dire un périnatal non à terme que l'on ait retrouvé, est un fœtus néandertalien, volontairement inhumé à la Ferracie. Pour en revenir vraiment aux sépultures néandertaliennes en elles-mêmes et à Chanidar en particulier, oui. Est-ce qu'on a eu le fin mot de l'histoire finalement avec ce dépôt floral qui a été documenté pendant les années 60 et 70, mais en plein pendant le Flower Power, j'ai envie de dire. Et on a dit par après que ça avait été une contamination qui avait été occasionnée par les archéologues, mais au final, on n'a jamais vraiment eu le fin mot. On n'a pas le fin mot, on ne l'aura jamais. Dans le sens où effectivement les prélèvements qui ont été faits et qui ont été étudiés par Arlette Leroy-Gourand ont mis en évidence l'existence d'énormes quantités de pollen, l'arrivée de fleurs, il y avait des blocs de pollen agrégés ensemble, etc. Venus de loin en plus apparemment. Voilà. Non, venus de l'environnement de la cavité avec les mêmes types de fleurs qui existent. C'était l'environnement direct ? Oui, c'est l'environnement de la vallée, mais avec une quantité totalement normale par rapport à ce qui avait été trouvé dans le reste du gisement. Donc non, on ne peut pas répondre à ça maintenant, parce que les circonstances et la qualité des fouilles ne le permettaient pas. D'autant que, vous l'avez vu, Chanidar 4, c'est une zone où il y a eu probablement des tas, ou un certain nombre de gestes particuliers qui concernaient d'autres néandertaliens. Donc si on suppose un environnement un peu ouvert, sur lequel on peut réintervenir, etc., ça peut favoriser l'arrivée de ce type de matériel. Et que très récemment, une équipe anglaise a pu retourner travailler à Chanidar. On nettoyait les coupes laissées par l'équipe de Ralph Solecki et on retrouvait des éléments d'un corps, celui de l'individu numéro 5, dans la coupe, publiée dans la revue Antiquity assez récemment, dans la coupe du site laissé là par les fouilleurs de l'époque. Mais ils l'ont pas laissé volontairement. Ils l'ont laissé parce qu'ils ne l'avaient pas vu. Ils l'ont laissé parce que la façon dont ces collègues-là travaillaient était malgré tout assez brutale et rapide. Et donc, malheureusement, ce contexte qui fait que ces personnes allaient très très vite, prélever très très vite et n'étaient pas très préoccupées par des questions que l'on se pose maintenant, ne plaide pas pour une qualité d'enregistrement de l'information allant dans le sens de ces fleurs déposées avec ce défunt. C'est pour ça d'ailleurs qu'au cours de ma présentation, je ne vous ai pas du tout parlé d'offrandes funéraires dans le monde du Paléolithique moyen, parce que pour moi, l'offrande doit correspondre à un geste qui va permettre l'arrivée dans l'espace de la tombe d'un objet quelconque, de matériel, et que c'est en trouvant le même type d'objet de matériel dans plusieurs tombes que l'on va pouvoir supposer que cet objet ou ce matériel avait cette valeur funéraire. Or, jusqu'à présent, au Paléolithique moyen, pour les Néandertaliens ou les hommes modernes, quelquefois on trouve un morceau de maxillaire de cervidé, c'est le cas du squelette numéro 7 d'Hamoud. Quelquefois on trouve une mandibule de sanglier, c'est le cas de l'individu de School 4, si mes souvenirs sont bons, c'est un homme moderne, où on trouve un morceau de carapace de tortue ou un petit bout de silex au niveau du tronc, c'est le cas de l'enfant de Dédérier 2, mais personne n'est capable d'être sûr que ces objets sont arrivés dans l'espace du cadavre volontairement parce qu'on les a déposés. Et un travail très récent que j'ai mené sur un autre cas que vous pouvez retrouver très souvent dans la littérature, à savoir l'individu de Regourdou en Dordogne, pour lequel mon collègue Eugène Bonifay a supposé l'existence de gestes très très complexes, expliquant l'inhumation de cet individu et associant une inhumation d'un néandertalien avec celle d'ours brun. On a pu démontrer en retravaillant dans le gisement que toute une partie de son interprétation était totalement fausse. Quand on revient sur les données, généralement, on a plutôt tendance à les critiquer et à affaiblir les arguments qui plaident pour l'existence de gestes funéraires, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Dans le même ordre d'idées, vous avez mentionné la cima de los huesos, oui, avec un rite, entre guillemets, particulier. Pouvez-vous nous dire lequel ?
Oui, la Cima de los Huesos. Alors, moi, je ne parle pas de rite parce que j'évite le mot, parce que pour moi, rite, ça veut dire pratique plus croyance. Et je n'ai pas d'idée de l'existence de potentielles croyances à cette période-là, même si je pense qu'elles ont pu exister, mais je ne peux pas le démontrer. La Cima de los Huesos, c'est ce fameux gisement espagnol près de Burgos, qui est vieux de près de 450 000 ans, et qui a livré une série absolument extraordinaire de vestiges de pré-néandertaliens. Elle est extraordinaire, cette série, parce qu'on a tous les éléments osseux des corps de ces spécimens, qui sont probablement arrivés entiers, ou en tout cas avec des gros morceaux de corps, dans cette cavité karstique, et qui ont été déposés dans ce gisement, ou jetés dans ce gisement. On ne le sait pas, parce qu'à l'endroit où on les retrouve, ils sont en position secondaire. Ils ne sont pas là où les hommes préhistoriques les avaient apportés. Mais ce qui fait l'intérêt de ce site, c'est non pas un très beau biface qui a été trouvé associé avec ce matériel et que les chercheurs espagnols ont surnommé Excalibur, en supposant qu'il était déposé volontairement comme une offrande funéraire, mais c'est, selon moi, justement la répartition par âge au décès de ces spécimens. Et quand vous regardez les individus de la Cima de los Huesos, vous êtes en présence essentiellement d'adolescents ou de jeunes adultes. Donc de la classe d'âge qui manque dans les sépultures primaires néandertaliennes beaucoup plus récentes. On a peut-être là la preuve la plus ancienne de gestes funéraires qui étaient dédiés à une catégorie d'âge, celle de ces jeunes potentiels chasseurs, pas d'adultes d'âge avancé, pas de très jeunes enfants, pas d'adultes d'âge moyen, et qui, décédant au cours de leur vie, étaient amenés dans ce lieu. Si on trouvait exactement le même type de concentration de vestiges humains, avec les mêmes types de classes d'âge, pour une période beaucoup plus récente, le néolithique par exemple, on dirait que nous serions en présence d'une sépulture collective ou multiple avec un recrutement lié à l'âge. Comme on l'a démontré des tas de fois pour ces périodes-là. Mais à la Cima, c'est le seul gisement où l'on a ça. Et comme c'est le seul gisement où l'on a ça, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin que de proposer l'hypothèse qu'effectivement, il y a eu ce type de comportement, qu'il était peut-être d'ordre funéraire ou d'ordre prophylactique, ou, et ça a été proposé d'ailleurs au début, que ça avait été peut-être un accident d'un groupe de chasseurs qui s'étaient réfugiés dans cette cavité et qui étaient tous morts. Mais pour moi, c'est, je pense, en fonction des catégories d'âge représentées, quelque chose qui me semble quand même traduire des gestes volontaires d'ordre anthropique. Alors, est-ce que c'était funéraire ou pas, je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup que ça le soit. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc déjà, merci pour votre présentation. Hein, ça a été très, très enrichissant. J'aimerais revenir sur ce que vous avez présenté au début de votre présentation, à savoir à la fin du 19e siècle, où les premiers préhistoriens avaient trouvé un site en Croatie avec des traces de cannibalisme. Oui. Est-ce que depuis, ça a été remis en question et finalement rejeté, quand vous présentez un peu plus tard ensuite la notion de cannibalisme? C'est exactement comme pour les sépultures. Quand les personnes retravaillent sur le gisement de Krapina, il y a une partie de la communauté scientifique qui valide l'hypothèse du cannibalisme et une autre partie de la communauté scientifique qui valide l'hypothèse de possibles gestes funéraires d'ordre secondaire. Pourquoi l'hypothèse du cannibalisme est validée? Parce que les ossements présentent des traces de découpe, des traces de brûlure, des traces donc de contact avec le feu et une représentation anatomique qui plaide pour l'existence de cannibalisme. Si vous regardez les humérus ou les fémurs, ils sont tous cassés. Il n'y a pas les extrémités articulaires, parce qu'on va récupérer la moelle graisseuse du fût diaphysaire, parce qu'on va récupérer les extrémités articulaires, parce qu'il y a la moelle rouge, et que tout ça, c'est très riche en éléments nutritifs. Mais si on regarde la représentation squelettique à Krapina, on a tous les éléments du corps qui sont présents. On a du crâne, de la vertèbre, des côtes, des éléments des mains, des pieds, etc. Et donc, si vous essayez d'analyser quelles sont les parties du corps qui sont rentrées dans ce gisement, ou qui sont présentes dans ce gisement, vous êtes obligé de conclure à les corps entiers sont rentrés dans le site. Or, si vous faites une étude très précise, elle a été réalisée par deux très grands scientifiques, l'un c'est Tim White aux États-Unis d'Amérique, la personne qui a probablement le plus trouvé de fossiles humains au monde, et l'autre c'est Bruno Boulestin
qui a travaillé sur des sites mésolithiques et néolithiques. Quand vous reprenez des gisements pour lesquels vous avez beaucoup d'informations qui vous permettent d'aller vers l'hypothèse du cannibalisme, il y a toujours une anomalie de représentation des parties du corps. C'est-à-dire que ce qui est amené dans le gisement, c'est ce qui était le plus riche en éléments nutritifs, à savoir la tête et les membres. Et généralement, les hommes n'amenaient pas les troncs. Donc à Krapina, soit il y a eu des traitements funéraires secondaires d'ordre très particulier qui consistaient à récupérer les parties molles, à briser les ossements, à consommer peut-être une partie des défunts, ce qui pourrait expliquer qu'on ait tous les éléments du corps, soit on avait un cannibalisme aussi qui se faisait peut-être à ce niveau-là, à l'endroit où les gens pouvaient décéder ou à un endroit où on amenait tous les éléments du corps. Donc il n'y a pas du tout consensus dans le cadre de ce gisement. Mais on peut tout à fait supposer qu'il y ait eu du cannibalisme symbolique. Je pense que les Néandertaliens, même s'ils consommaient leurs contemporains, étaient tout à fait capables de s'apercevoir qu'ils consommaient de la chair ou de la viande ou du sang humain et qu'ils attribuaient à cette consommation une valeur symbolique tout à fait particulière. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas le démontrer. J'ai essayé dans mon gisement de savoir si les morts étaient apparentés par l'ADN, ça n'a pas marché. Dans un autre gisement qui s'appelle El Cidrón en Espagne, dans le nord de l'Espagne, on a trouvé les restes de, je pense que c'est une douzaine d'individus, et pratiquement tous présentent des traces de cannibalisme, et on sait que ces individus étaient apparentés. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question. Les pathologies que vous avez trouvées chez quelques morts, est-ce que vous avez une idée? C'est quoi ces pathologies? Je veux juste savoir s'ils ressemblent aux nôtres. C'est exactement les mêmes que les nôtres, dans le sens où ce sont des individus qui se cassent les os. Ils ont des cardiovasculaires, cancer. Cardiovasculaire, c'est difficile à démontrer, mais cancer, oui, on a un individu de la Ferracie est peut-être décédé d'un cancer du sang par rapport à certains stigmates osseux qui ont été retrouvés. On a beaucoup de pathologies d'ordre congénital, développemental, de défaut de croissance. On a beaucoup de pathologies liées à des stress que nous on appelle non spécifiques, c'est-à-dire des stress qui interviennent dans la vie des individus et qui ralentissent leur croissance osseuse. On a beaucoup de pathologies alvéolo-dentaires, à savoir que ces individus s'usent les dents très vite. Donc les caries n'ont pas le temps de s'installer, mais ils se détruisent les arcades dentaires très 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 rapidement. Donc il y a des abcès radiculaires, etc. On a à peu près toutes les pathologies que l'on peut reconnaître actuellement sur un squelette d'individus prégénériens, donc avant l'invention des vaccins, que l'on peut retrouver. On peut les retrouver dans ces populations humaines-là. Ce qui ne veut pas dire que les individus souffrant de pathologies étaient exclus de leur groupe ou isolés. Au contraire, une partie de l'interprétation que je porte moi sur les sépultures néandertaliennes, c'est que les individus qui avaient été les plus atteints par leur histoire de vie étaient ceux qui étaient les moins mobiles, donc qui restaient le plus longtemps dans ces sites d'habitat de longue durée, et c'est pour ça qu'on les a retrouvés. Et il nous manque les individus qui avaient eu le moins d'accidents de vie, parce que ceux-là étaient peut-être les plus mobiles, pouvaient décéder ailleurs et qu'on n'en a pas retrouvé les tombes. Le sujet sur lequel je suis en train de travailler, Rogourdou, avec une doctorante qui est en train de faire une thèse dessus, il a une anomalie congénitale au niveau de son bassin qui devait faire que cet individu boitait énormément. Et les deux diaphyses fémorales, quand on les emmène, côté droit, côté gauche, on a l'impression que ce n'est pas le même bonhomme, tellement elles sont différentes. Ce type d'atteinte, on ne les trouve plus maintenant dans les populations occidentales, j'entends. Parce qu'on les trouve, dès qu'on a des grandes séries médiévales, on a ce type d'atteinte. Oui, bonjour. Dans la Cuevas de los Huesos, vous nous avez parlé... La CIMA, oui. Oui. D'un groupe. Vous nous avez, ou alors je n'ai pas entendu, vous ne nous les avez pas placés dans le temps. Ce sont des pré-néandertaliens et ils sont âgés de 450 000 ans.
Ah, c'est dès le départ, alors, Oui. ceux-là. Oui. Parce qu'il y a des tombes, vous le savez mieux que moi, enfin, il y a des corps qui se sont succédés au cours des temps. Mais peut-être pas dans Los Huesos, c'est dans les voisines. Non, pas à la Cima de Los Huesos. Pour ces périodes-là, il faut vous dire qu'on a très très peu de sites qui livrent des restes humains déjà. Hein. Et la Cima de Los Huesos, quand il a été découvert et qu'il a livré tout ce matériel, je crois que la Cima de Los Huesos livre actuellement pratiquement 70% de tout le matériel paléoanthropologique qu'on connaît pour toute l'Europe de l'Ouest. Tant ces 28 individus très bien conservés représentent une collection extraordinaire. Donc on a très peu de choses. C'est très rare de trouver des restes humains. Trouver un squelette néandertalien, je fais une petite parenthèse, c'est moins fréquent que trouver une très belle grotte ornée du Paléolithique supérieur en France ou en Espagne. Une très belle grotte ornée du Paléolithique supérieur en France ou en Espagne, on en trouve une à peu près tous les 10-20 ans. Une sépulture d'adultes néandertaliens, on n'en a plus retrouvé depuis 1983. Mais pourtant, on fouille tous les ans. Donc la CIMA, 450 000 ans, on suppose effectivement que c'est un groupe d'individus qui devait appartenir à la même population, parce qu'il n'y a aucune donnée archéologique qui permet de penser qu'on a une accumulation de corps qui se serait produite au cours de plusieurs milliers d'années. Mais à nouveau, le matériel paléoanthropologique est retrouvé dans une partie de la grotte karstique et n'est pas en place à cet endroit où on les fouille, on les retrouve. On sait qu'il y a eu des processus secondaires qui ont affecté cette série. Donc l'hypothèse, elle est plutôt de considérer que là, on a une petite fenêtre sur le passé avec un ensemble de dépôts, si on suppose que c'est des gestes funéraires qui se sont produits, d'individus qui amenaient des défunts à cet endroit-là pendant une période assez courte de la vie d'un groupe de fossiles. D'ailleurs, dans cette série, il y a un jeune enfant, je crois qu'il a 12-13 ans, qui a eu une énorme anomalie crânio-faciale liée à une synostose, donc à la soudure prématurée de 2 éléments de sa voûte crânienne, pathologie congénitale, qui, selon les chercheurs qui ont publié sur cette pathologie, devait entraîner quand même un certain nombre de désordres mentaux sur cet individu. Et malgré ces désordres mentaux potentiels, il n'avait pas du tout été exclu ni de sa classe d'âge, ni de son groupe. Et il s'est retrouvé avec les autres chasseurs-cueilleurs. Alors peut-être qu'il n'avait pas ces désordres-là, hein, mais c'est un des cas les plus anciens de ce type de pathologie connue. C'était la dernière question. On rêverait de trouver la Cima de Los Huesos au nord des Pyrénées. Mais est-ce que le ministère de la Culture nous permettrait de le fouiller? C'est pas sûr. Dans ce cas-là, c'est très difficile d'étudier le matériel de la Cima de Los Huesos parce que nos collègues espagnols nous permettent de l'étudier, mais après, on ne peut pas le publier, on ne peut pas garder les notes, on ne peut pas garder les photos. On peut le voir, mais déontologiquement, scientifiquement, on n'étudie pas le matériel de son collègue. Hein. On y collabore. Ah oui. La dernière question. Tout à fait. Ils ont fait un très beau site à cet endroit-là, que je vous invite à aller voir. C'est pas très loin d'ici, enfin de Bordeaux. Quand vous parlez de cannibalisme diététique, Ouais. si vous le qualifiez de la sorte, c'est parce que vous retrouvez les ossements qui sont pêle-mêle avec les ossements de rennes? C'est uniquement ça qui vous permet de dire ça? Et la récurrence des mêmes parties charnues découpées à la fois sur l'animal et sur l'homme? Ça c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre la fonction du site. Le fait que j'avais les mêmes parties, homme, animal, etc. Si je considère que c'est du cannibalisme diététique et pas symbolique, c'est justement parce que je retrouve ces morceaux d'homme traités à un endroit où je sais que les Néandertaliens amènent des éléments de carcasse de rennes pour les exploiter, en extraire le maximum de ressources et amener ces ressources à l'endroit où ils vivent. Donc je sais que ça, c'est pas l'endroit où ils vivent. Et qu'après, ces ressources, ils les abandonnent et qu'ils les laissent aux charognards, type hyène, etc., qui, eux, viennent charogner ces vestiges. Donc ces vestiges ne sont pas du tout traités d'une façon un petit peu, comment je pourrais dire ça, protectrice ou respectueuse. Or, les restes humains ont exactement la même histoire taphonomique. C'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'homme exactement comme on fait rentrer du renne, on traite l'homme exactement comme le renne, on abandonne l'homme exactement comme le renne. Et on amène l'homme, ou la matière issue de l'homme, ailleurs, probablement là où vivait le reste du groupe. Pourquoi je dis que c'est diététique? Parce que justement, ça veut dire que l'homme est traité
comme une ressource alimentaire, comme n'importe quel autre ongulé. C'est pas un ongulé, mais c'est les données archéologiques qui plaident pour ça. Ça veut dire que, très probablement, pour ce groupe de Néandertaliens qui exploitaient ce gisement, ils mangeaient de la matière humaine parce qu'ils aimaient manger de la matière humaine. C'est pour ça que je le qualifie de diététique. C'est pas un cannibalisme de survie, c'est pas un cannibalisme de nécessité, c'est pas un cannibalisme de guerre, c'est pas... Très honnêtement, j'ai du mal à croire que des hommes de Néandertal n'auraient pas pu accorder une valeur symbolique au fait de consommer leur semblable, fût-il diététique. Je veux dire par là qu'on ne peut pas impunément consommer quelqu'un sans avoir une idée un petit peu supérieure là-dessus. Je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je vois ce rapport avec le renne et la façon de la découper qui est identique aux éleveurs de rennes en Sibérie actuellement, qui par leur religion, je ne dis pas que c'est la même chose pour les Néandertaliens évidemment, je ne fais pas de collage évidemment, mais chez les éleveurs de rennes, on a tendance avec le chamanisme à confondre l'esprit du renne et l'esprit de l'homme, comme si c'était tous les deux la même chose et que le corps ne serait qu'une enveloppe. Et le fait est que chez ces éleveurs, on traite le renne exactement de la même façon que l'homme et inversement. Il n'y a pas vraiment de différenciation. Donc peut-être que nous, quand on fait une lecture vestigiale et archéologique de ce qu'il reste de comportements comme ça, on ne pense pas forcément à une interprétation qui pourrait avoir une valeur de cet ordre-là et qui serait vraiment liée à ces sites de découpe, à une valeur potentiellement qu'on donne à l'animal en lui-même et peut-être au mouvement migratoire qui occasionne peut-être des rencontres, etc. Ça, évidemment, j'imagine que vous ne saurez pas me répondre parce que vous n'y étiez pas, moi non plus. Mais très honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'un cannibalisme soit uniquement diététique chez un homme qui est capable quand même de sépulture, d'esthétisme, qui est manifestement a eu des échanges culturels avec une autre espèce pacifique, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Après. Oui, non, mais votre opinion, elle est tout à fait recevable et elle est 10 000 fois légitime. Au sein de l'équipe scientifique que j'ai l'honneur de diriger, et j'espère qu'on réussira à produire la monographie, par rapport à ce point-là, nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne sommes pas... Je ne sais pas comment ça sortira le jour où il va falloir écrire la conclusion de cette monographie. Parce qu'effectivement, ma collègue Sandrine Costamagno, archéozoologue, brillante archéozoologue qui travaille à l'UMR Trace à Toulouse, me dit « Mais Bruno, je pense que tu ne peux pas occulter ou tu ne peux pas considérer qu'effectivement, quand ils mangeaient les produits humains, ils ne mettaient pas derrière une activité symbolique parce qu'ils étaient capables de la mettre. » Donc, elle rejoint tout à fait votre raisonnement. Et c'est complètement légitime de penser qu'à ce moment-là, effectivement, en présence de ce type de matériel consommable, quand il consommait de l'homme, il le faisait avec un ensemble d'activités symboliques absolument extraordinaires. Donc pour ça, moi je vous rejoins. L'analyse que je fais me permet d'aller jusqu'à l'hypothèse de dire je suis en présence de cannibalisme, l'homme est traité exactement comme le renne, l'acquisition des ressources se fait de la même façon, concerne les mêmes parties. Ça veut dire que l'homme est une ressource de matière première, consommable, comme celle du renne. Et donc je suppose que derrière ça, comme vous êtes quand même en présence de groupes de chasseurs qui font ce type de traitement quelques jours sur place, puis après qu'ils amènent toute la nourriture dans le gisement où l'on vit, eh bien, effectivement, tout le monde mange ce que ces chasseurs amènent. Donc, cannibalisme et pas anthropophagie, et diététique, parce que finalement, dans ce gisement, j'ai le renne, plusieurs centaines d'individus, et puis après, l'espèce animale qui semble avoir été la plus consommée, c'est l'homme. C'est pas le cheval, c'est pas le bison. Et j'ai des enfants de 1 an et demi et des adultes âgés. Or, théoriquement, les chasseurs-cueilleurs ne consomment pas les très jeunes enfants, ils les élèvent. Ils sont adoptés. Donc, vous soulignez un autre point très important. C'est que travailler scientifiquement sur le cannibalisme, c'est un des pires sujets qui existent.
j'ai proposé ce sujet de thèse à une jeune doctorante qui a travaillé sur la série de Marillac, qui a abouti sa thèse, etc. Et cette jeune femme est maintenant professeure dans le secondaire, parce qu'après un ensemble de tentatives pour entrer au CNRS en tant que chargée de recherche sur le sujet du cannibalisme, eh bien, elle se heurtait à une dimension qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui fait qu'on ne peut pas aborder ce sujet sans y mettre derrière quelque chose qui est particulièrement dérangeant, à savoir, est-ce qu'on mange de la chair humaine comme on mangerait n'importe quoi? Et moi, je ne sais pas si à cette période-là, finalement, ces populations humaines ne mangeaient pas de la chair humaine comme ils auraient pu manger n'importe quel autre type de viande, dans le sens où c'est nous qui mettons derrière le cannibalisme cette particularité très très forte. Mais cette particularité, le cannibalisme et l'inceste, hein, c'est les deux plus grands tabous de quasiment toutes les sociétés humaines. Mais ça ne l'a pas été tout le temps. Ethnographiquement, on a des tas d'exemples qui montrent que le cannibalisme, ça a quand même été une pratique qui a été très fréquente sur tous les territoires, encore très récemment. Hein. C'est rarement non symbolique. Mais c'est rarement non symbolique pour nous, maintenant. Moi, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence de Bruno Moreil. Avec plaisir. On va vous inviter à revenir. Avec plaisir. Et voilà un beau sujet à traiter l'année prochaine.